Alors, bonjour tout le monde. Frédéric Lecière avec vous, vice-président senior SCJ, responsable de l'énergie. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Sébastien Fournier, qui est président directeur général de la compagnie ILO, nouvellement créée il y a quelques années au Québec. Alors, bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Sébastien, aujourd'hui, le but de notre entretien, ça va être de parler évidemment de ILO, mais aussi du développement durable, de l'efficacité énergétique et des tendances de l'industrie qui s'en viennent dans le domaine de la consommation énergétique. Donc, d'abord, ma première question vers toi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'ILO, sa vision, la mission d'entreprise pour bien situer l'entreprise sur l'échiquier de l'efficacité énergétique. Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est une belle opportunité pour nous là, de passer certains messages qui sont absolument nécessaires en ce moment sur l'efficacité énergétique dans notre ère de grands changements climatiques. Donc, ILO a été créé, lancé à l'été 2019. Donc, on a un peu plus de 3 ans là, de vie. C'est une société qui est 100% détenue par Hydro-Québec. Nous sommes autonomes dans nos agissements, mais on est au service du réseau d'Hydro-Québec. Donc, on est appelé, on a comme mission là, de développer des innovations, des produits, des services pour aider Hydro-Québec à se positionner vraiment pour le changement ou la transition plutôt là, énergétique qui est absolument nécessaire. Au Québec, évidemment, on a une longueur d'avance. Plusieurs endroits dans le monde ont un électron qui est pas vert comme on a au Québec. Donc, notre transition va être un peu différente, mais il en demeure pas moins qu'il y a des défis quand même assez importants là, à l'électrification de l'économie québécoise. Ben justement, parlant de ILO, d'Hydro-Québec et de la position envieuse qu'on a actuellement dans le marché, est-ce que tu vois ILO ou le marché de l'efficacité énergétique comme un levier important et majeur dans la transition énergétique? Absolument. D'ici 2050, il est estimé qu'il va falloir 100 TWh supplémentaires pour électrifier le Québec. On peut penser évidemment ce qui nous vient en tête rapidement, c'est le transport, donc les véhicules électriques, l'introduction de plusieurs millions de véhicules électriques qui vont charger pratiquement de façon synchronisée en revenant du travail à 6 heures le soir ou donc tous en même temps lors de certaines pointes. Donc en hiver, c'est certain que ça amène des gestions de pointes importantes. Le réseau en ce moment est designé pour pouvoir gérer une centaine d'heures de pointe par année. Si ces pointes-là augmentent de façon non contrôlée ou pilotée, orchestrée, ça va devenir un défi quand même assez important. J'imagine qu'au Québec, mais il y a sûrement des initiatives similaires ailleurs dans le monde. ILO s'inscrit vraiment dans le plan de décarbonisation globale. Quelle est sa part comme joueur dans la décarbonisation actuellement, ILO? Quelle est l'ambition dans le plan global? Donc, nous, on est ni plus ni moins ce qu'on appelle une centrale virtuelle. Donc, c'est le gros de la technologie qu'on est en train de développer. Cette centrale virtuelle-là nous aide à orchestrer des milliers, voire des millions d'appareils connectés, tant du côté résidentiel que du côté affaires, donc dans les édifices à bureaux, par exemple. Quand je parle d'orchestration, ben, c'est de s'assurer que en temps réel, on puisse piloter ces appareils-là. Donc, on peut penser à, évidemment de la chauffe, la chauffe de l'eau, euh, les tours de refroidissement au centre-ville, par exemple, à l'électrification des transports, donc toutes les bornes qui sont branchées tant du côté résidentiel que du côté affaires, d'orchestrer ces demandes-là ou cette consommation-là pour essayer de lisser certaines courbes de demande d'énergie de puissance. Au Québec, vous le savez, il fait froid en période hivernale. On a plusieurs journées de très, très froid, donc la demande monte en flèche. L'hiver dernier, on a frôlé là, plus de 40 TWh
en pointe. Donc, c'est énormément d'énergie qui est consommée en même temps. Donc, si ILO n'existe pas ou si ces moyens de gestion n'existent pas, l'alternative, c'est d'ajouter des électrons dans le réseau et donc possiblement d'importer un électron qui peut venir de nos voisins, que ce soit de l'Ontario ou du nord-est américain, où on le sait, la production d'énergie là, est faite avec du pétrole ou même du charbon dans certains cas. Donc, l'impact que l'eau est capable de faire sur le réseau a un impact direct là, sur l'électron qui est produit qui serait nécessaire pour nos concitoyens. Et on pourrait penser que au niveau de la clientèle, c'est un projet qui devrait avoir une haute acceptabilité sociale. Ma question à toi, Sébastien, c'est malgré tout le bien fondé d'une solution comme celle-là, c'est quel est le niveau de pénétration, d'acceptabilité et de performance d'ILO dans les 3 dernières années, puis comment c'est reçu par la clientèle en général, industrielle et résidentielle? Ouais. Très brièvement, la réaction de nos clients est très, très bon. Donc, on est bien content. Faut dire que du côté de la domotique, donc du côté résidentiel, c'est un marché au Québec qui reste un peu derrière d'autres endroits sur la planète. Donc, on parle de 7, 8, 9% de la population ou des ménages québécois qui ont de la domotique à la maison qui peuvent avoir un impact sur leur consommation. Donc, le potentiel reste vraiment devant nous. Mais rapidement, là, dans les 3 dernières années, notre offre est très alléchante. Donc, c'est certain qu'on a réussi là, à faire une percée. Puis on a déjà là, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont joints au mouvement. Faut dire qu'on leur demande de faire certains efforts, on les accompagne, on donne des recommandations. Il y a des récompenses. Donc, on donne des récompenses aux efforts qui sont faits. On a un concept de défi. Donc, par hiver, il y a environ 30 défis qu'on va lancer à nos gens, principalement évidemment en période plutôt froide où Hydro-Québec a besoin de puissance. Et donc, en moyenne, ce qu'on a vu, c'est l'hiver dernier, par exemple, là, nos clients ont fait plus de 166 de récompenses. Mais aussi, il y a de l'efficacité énergétique. Donc, avec l'introduction des thermostats qu'on propose, puis des autres objets qui viennent contrôler on va lancer cet été le chauffe-eau intelligent. On a des gradateurs, des interrupteurs, des prises intelligentes qui permettent de vraiment contrôler ces appareils-là. On voit vraiment une diminution de la facture de notre clientèle là, d'au-delà de 15 %. Donc, c'est pas banal. Là. Puis pour un exemple très personnel, c'est des récompenses là, puis des économies que j'ai facilement réussi à faire là, de mon côté. Non, c'est pas banal du tout. C'est même très intéressant. D'ailleurs, CGI et ILO sont entrés en partenariat pour offrir des incitatifs aussi aux employés de CGI qui voudraient se joindre à l'initiative. Donc, tout le monde est évidemment invité à le faire. Tu parlais tout à l'heure, Sébastien, d'efficacité énergétique. Allons-y là, dans le développement durable, l'efficacité énergétique plus largement. Il y a beaucoup d'initiatives là, vers les clients industriels pour réduire la consommation, vers les clientèles résidentielles. De la même façon, pour réduire cette consommation-là, dans les grands objectifs de décarbonisation mondialement, puis dans les objectifs aussi que les entreprises se donnent au niveau de la responsabilité sociale. Comment tu vois ces initiatives-là? Comment tu vois l'intérêt qui est perçu par les grandes entreprises, l'impact même que ça a, l'efficacité énergétique là, dans les grands plans des entreprises aujourd'hui? C'est de plus en plus important. On voit aussi certaines initiatives gouvernementales. On peut penser au Québec, par exemple, à Montréal. Il y a un plan où les édifices majeurs, là, je vais dire, du centre-ville, par exemple, vont devoir ou vont avoir une cote énergétique dans les prochaines années. Il y a une feuille de route là, pour faire évoluer ce type de balisage-là. Mais les entreprises ou les propriétaires de ces bâtiments-là vont devoir communiquer l'entièreté de la consommation d'énergie, quelle que soit la source. Et ça a un impact évidemment sur les
les loyers, les locataires qui veulent se joindre à un bâtiment qui serait coté A ou D. Donc, c'est certain que ça a un impact aussi sur la valorisation de ces immeubles-là. Donc, on pense que c'est vraiment des initiatives comme ça qui vont amener beaucoup d'efficacité énergétique, l'introduction de technologies comme on le fait aussi du côté affaires, où on va mettre de l'avant là, des tableaux de bord qui vont permettre de suivre de façon précise la consommation en gestion de pointe. Puis du côté affaires, là, il y a vraiment une facturation liée aussi à la puissance. Donc, c'est important de bien gérer les appels de puissance qui sont faits dans ces grands consommateurs-là. Mais on voit aussi que l'intérêt dépasse la partie monétaire. Donc, les gens veulent être des bons citoyens corporatifs, veulent faire un effort, veulent mettre l'épaule à la roue de ce changement-là ou dans notre consommation d'énergie, puis veulent vraiment faire partie du changement en ce moment. Puis on le voit là, du côté affaires, on vient à peine de lancer il y a quelques semaines, là, puis la réaction est très bonne. Donc on est bien content pour la suite, puis on est optimiste. Donc, l'engagement est là, la volonté est là. Tout à l'heure, Sébastien, tu nous as parlé du gouvernement, le rôle du gouvernement ou des gouvernements dans ces initiatives-là. Comment tu vois l'importance du leadership gouvernemental dans la transition énergétique qui s'en vient, l'efficacité énergétique? Actuellement, c'est sûr qu'Hydro-Québec étant une société parapublique, la mission d'Hydro-Québec amène à créer une société comme Hydro. Maintenant, partout dans le monde, est-ce que les gouvernements sont aussi actifs? Est-ce qu'ils doivent être des leaders de cette transformation-là? Absolument, je pense que tous les acteurs doivent être actifs et participer aux changements qui sont nécessaires. L'efficacité énergétique, en fait, le kilowatt, le meilleur kilowatt, c'est le kilowatt qui n'est pas gaspillé. Puis aujourd'hui, on le voit au Québec, bon, on a la chance d'avoir un électron qui est vert, comme je le disais, mais du côté résidentiel, on demeure quand même un endroit sur la planète où on a le plus de consommation d'énergie pour utiliser nos maisons. Donc, il y a déjà des plans du côté de la RBQ, par exemple, pour revoir les codes de construction des bâtiments, pour s'assurer que les nouvelles technologies ou techniques de construction puissent être mis de l'avant, imposées, pour s'assurer que nos bâtiments deviennent de plus en plus efficaces. L'introduction de thermopompes, par exemple, aussi fait partie de la solution. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont existantes présentement, qui peuvent être introduites dans le marché, où il peut y avoir des incitatifs du gouvernement. Puis il y a plusieurs programmes là, qui sont en train d'être mis en branle ou qui existent déjà, là, qui viennent aider à cette transition-là. Excellent. Puis, je pense qu'effectivement, le gouvernement a son rôle à jouer dans le futur aussi. Et j'aimerais ça te demander, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que tu vois dans le futur, l'évolution de l'efficacité énergétique dans nos sociétés, dans les pays à travers le monde? Comment tu vois l'atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre ou de décarbonisation? Qu'est-ce qui s'en vient pour les gens? À quoi on doit s'attendre pour le futur? Ben, tu sais, dans les dernières années, on a vu plusieurs industries se faire chambouler là, par des modèles d'affaires innovants. On peut penser à Netflix, on peut penser à Uber, on peut penser à Airbnb. Donc, il y a plusieurs industries qui ont été chamboulées par des modèles d'affaires complètement différents où le public a vraiment embarqué, où les clients ont vraiment embarqué dans cette nouvelle offre-là qui répondait mieux à leurs besoins. Je suis convaincu que l'industrie électrique n'y échappera pas. On le voit, il y a une effervescence en ce moment un peu partout sur la planète où plusieurs grands groupes se positionnent. Il y a beaucoup de valeur à lancer des produits à valeur ajoutée pour la clientèle. Puis le client est de plus en plus conscientisé sur son impact et la façon dont il peut consommer ou changer ses comportements. Il y a un concept dans la nature qui s'appelle l'intelligence d'essaim. Là. On peut s'imaginer un banc de poissons ou un essaim de voilà, un essaim de
d'oiseaux qui bougent tout en même temps, puis qui sont capables de réagir à l'environnement qui les entoure. Je pense que notre visée avec la centrale virtuelle, c'est un peu ça, c'est de s'assurer que les bâtiments, à terme, pourront, en temps réel, s'échanger de l'information, voire de l'énergie, toujours en lien direct, en temps réel avec les besoins du réseau. Puis nous, on est vraiment au centre de ça, puis on va orchestrer tous ces échanges-là d'informations et d'énergie. Évidemment, au Québec, bon, on est un pays nordique, mais il en demeure pas moins que les technologies comme les panneaux solaires, le stockage avec les batteries deviennent de plus en plus abordables. Le retour sur l'investissement semble de plus en plus faire du sens pour le client. Donc, c'est aussi une façon d'avoir plus de résilience dans nos bâtiments. On l'a vu récemment au Québec là, et en Ontario avec les tempêtes de vent où pendant plusieurs jours, là, certaines communautés avaient plus accès à l'électricité. Je pense que ces phénomènes-là vont être de plus en plus présents. Et avec l'introduction de ces technologies-là, on va pouvoir gérer l'électricité de façon distribuée. Donc, je pense qu'il y a énormément de changements qui vont venir dans le futur. Les gens vont aussi, il y a un aspect comportemental qui est hyper important, où les gens vont être de plus en plus conscientisés sur l'impact de chacun des gestes qu'ils font. Je pense qu'il y a aussi une lassitude peut-être en ce moment du geste qu'on peut faire chacun de notre côté sur le recyclage. Puis bon, le camion de recyclage passe, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense que avec un projet comme ILO, par exemple, ou les technologies comme je viens de le mentionner, on est capable de vraiment d'aller chercher la donnée, de la montrer au client. Donc, il y a vraiment une façon de démontrer l'effort de façon précise, puis de voir l'impact aussi quand tout le monde y met l'effort que ça devient des impacts majeurs. Là. Jusqu'en 2028, on prévoit pouvoir déplacer l'équivalent de la Romaine 2, qui est un barrage de bonne dimension. Là, on parle de plus de 600 mégawatts. Donc, c'est pas banal. Et en ayant accès justement à cette image-là que tu parles, tantôt j'aimais bien l'image du banc de poisson qui régit son environnement, être capable de voir, puis pour le consommateur, de mesurer l'impact qu'il a, ce qui est contrairement à certaines autres initiatives, effectivement, qu'on connaît, ça va atténuer la résistance au changement. J'assume que ça va améliorer l'acceptabilité sociale puis atténuer la résistance au changement. Absolument. Puis tu sais, quand on parle des changements qui vont être nécessaires ou de la quantité d'énergie qui sera nécessaire pour électrifier l'économie du Québec, quand on parle d'acceptabilité sociale, évidemment, de construire un nouveau barrage ou de construire des centaines d'éoliennes, ça vient avec son lot de défis, de convaincre certaines populations ou d'harnacher des nouvelles rivières. Donc, l'introduction de technologies non invasives comme on a, je pense que c'est une voie vraiment nécessaire. C'est un outil supplémentaire qu'Hydro-Québec a à sa disposition pour affronter là, ce qui s'en vient. Donc, en conclusion, Sébastien, ici ou ailleurs, ce que je comprends, c'est que les initiatives comme ILO, qui visent à améliorer la consommation énergétique, mieux la gérer, mieux consommer, tout ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est là pour durer, c'est là même pour prendre de l'ampleur dans nos sociétés. Est-ce que tu vois d'autres usages futurs de technologies comme ILO ou de la centrale virtuelle, comme tu l'appelles, se développer au fil du temps? Absolument. On voit certains grands constructeurs automobiles, par exemple, pousser de plus en plus des véhicules qui auront la capacité ou certaines fonctionnalités de réinjecter de l'énergie dans une maison. Donc, encore une fois, ILO veut se positionner au centre du bâtiment pour s'assurer de pouvoir bien orchestrer tout cet échange d'énergie-là. Les batteries dans les véhicules sont de plus en plus volumineuses avec une densité énergique encore plus importante. Donc, c'est des éléments hyper importants quand on pense qu'au Québec, il y aura 1 million, 2 millions de véhicules électriques. On parle de plusieurs millions. Donc, 2 millions de batteries qui pourraient venir contribuer de façon distribuée à la consommation de chaque ménage.
C'est des changements majeurs. Ça amène le réseau à être bidirectionnel, de pouvoir possiblement même réinjecter dans le réseau avec une production que certains ménages ou édifices commerciaux pourront faire. Donc, je pense que ce genre d'introduction de technologie-là est appelé à grandir très, très rapidement. Puis on le voit dans des pays où l'électricité est beaucoup plus dispendieuse. Les modèles d'affaires sont un peu plus faciles, évidemment, à mettre de l'avant. Donc, on peut regarder en Australie ou en Europe, dans plusieurs pays, en Californie, l'introduction là, de panneaux solaires, batteries est beaucoup plus démocratisée. Ben, écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup d'abord de nous avoir entretenus sur ILO et puis sur les perspectives de marché aussi, l'efficacité énergétique, la sobriété dans la consommation. Donc, merci encore de t'être prêté au jeu et puis longue continuation évidemment à ILO dans notre marché québécois. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée.